Bonjour, je vous souhaite la traditionnelle bienvenue à l'Université Oufoutis de recherche. Aujourd'hui, nous allons continuer notre partage et nous allons continuer de parler de la paix, de la recherche de la paix. La recherche de la paix à travers l'histoire. Pour essayer de nous interroger sur le sens accordé à notre histoire. Puisque je parle de l'histoire, je suis obligé de repartir, de rechercher, d'interroger l'histoire. Et l'interrogation de cette histoire va me ramener à Houphouët-Boigny, parce qu'on ne peut pas écrire, parler de l'histoire de la Côte d'Ivoire sans parler de l'histoire de Houphouët-Boigny. Que retenir comme sens de l'histoire ivoirienne? Ce que retenir de l'histoire ivoirienne est, disons, un peu plus, c'est un peu plus complexe qu'on ne le croit. Parce que quand je retourne dans le contexte de notre indépendance, qui est née de la chose même de l'esclavage et de la chose de la colonisation, beaucoup de choses, disons, peuvent être dites. Mais je peux retenir, par exemple, que lorsqu'on a parlé de la colonisation, et parce qu'on parle de la colonisation, on peut tirer une histoire, je vais dire une histoire, une seule histoire de la Côte d'Ivoire, puisque la colonisation a touché tout le monde, a touché toutes les composantes de la société ivoirienne. Alors je vais dire que la colonisation a fait que, a participé à former, à donner le fondement d'une histoire commune. Colonisés, nous avons tous été, le travail forcé, nous avons tous connu, subi, nous avons tous été les victimes d'un travail forcé. Alors c'est ce qui fait que nécessairement que quand on arrive à la chute de l'indépendance, on se sent concerné tous autant que nous sommes, et cela à quelque niveau que ce soit. Je vais dire que la colonisation nous a permis de forger une histoire commune en fait. Donc quand on parle de l'histoire de la Côte d'Ivoire, l'un des éléments, disons, importants de cette histoire-là apparaît. C'est-à-dire qu'on peut formuler à partir de la colonisation et un certain sens de l'histoire. Parce que nous avions tous besoin de l'indépendance, et nous le savons, c'est de cette colonisation qu'est née, disons, la nécessité de l'État souverain de Côte d'Ivoire. Donc nous avons connu l'indépendance, nous avons eu l'indépendance. Alors, l'indépendance est obtenue, et comme je vais le dire, il se trouve qu'il s'impose comme à nous le devoir de vivre indépendant. Alors, la question de liberté étant, disons, apparaissant, alors nous allons rechercher les mots de d'autres libertés. D'où c'est de cette recherche-là que vient la nécessité de la chose de la démocratie, où nous allons apprendre à nous exprimer. Dans cette quête-là, c'est-à-dire que nous allons nous exprimer pour manifester, disons, la réalité de notre indépendance, la réalité de notre liberté. C'est ce qui fait que la liberté est la première manifestation de notre, disons, est la première manifestation, disons, de notre indépendance en fait. Donc nous allons donc nous exprimer. Mais les difficultés vont apparaître en fait dans cette quête
d'expression, dans cette quête de la manifestation de nos libertés. Alors, nous sommes aujourd'hui en difficulté parce que, puisque nous avons mis en avant la chose de l'expression de soi comme étant l'expression de la liberté, alors on a cru bon, on a perdu la nécessité disons, et cette nécessité qu'il y a à trouver une direction, une direction dans cette expression, dans cette quête d'expression. Donc on est allé dans plusieurs sens en fait. Et ce qui fait que le désir de construction de la nation, le désir de cette manifestation de la liberté, nous a envoyé à casser le centre de l'histoire commune pour la recherche de la quête d'une histoire personnelle. Parce que aujourd'hui, vous pouvez constater que pour parler d'indépendance, d'un point de vue, disons, commun, comme la chose qui nous unit, c'est compliqué parce que on peut regarder que de l'histoire de l'indépendance, au lieu de continuer l'histoire de l'indépendance, on a vu l'apparition d'une façon d'histoire. Parce que je vais dire que on regarde le paysage social et de ce regard-là, le regard nous permettra d'observer que ce qui caractérise l'un des éléments qui caractérise cette société, c'est une certaine multiplicité de l'histoire. Quand vous prenez les acteurs de la vie sociale, ceux qui se donnent de vouloir travailler en nous projet de devenir, vous vous rendrez compte qu'on se retrouve avec une multiplicité d'histoires parce que chaque homme politique a son histoire. Et les histoires, vont dans tous les sens. C'est-à-dire que quand vous prenez un homme politique donné, vous le verrez avec son histoire. Il vient avec son histoire et il est caractérisé par une histoire pour laquelle il mène son combat. Quand vous laissez ce politicien, que vous allez vers un autre politicien, encore ce qui caractérise cette personne, c'est encore une histoire qui est singulière et pour laquelle cet homme politique se bat. Alors, quand on parle de cette base, c'est-à-dire qu'on a plus de la peine à constater que, je vais dire qu'il y a un foisonnement, une certaine exacerbation de la notion de l'histoire. Ce qui fait qu'on a du mal, en fait, à saisir ce dont j'ai commencé par parler, c'est-à-dire une histoire commune, puisque chacun se bat pour son histoire. C'est là que je vais pouvoir faire la différence entre la Révolution française, qui a donné sa force à la chute de la République française, et nous, en fait. La Révolution française a consacré l'action du peuple. C'est pour ça qu'on en a arrivé à parler à sortir la notion de la République. Aujourd'hui, nous voulons parler de République, nous voulons vivre en République, mais cette fois-ci, en construisant, en faisant apparaître, en laissant nos histoires personnelles dominer l'assaillement de l'histoire commune, au point même de ne plus pouvoir saisir ce que nous avons de commun dans l'histoire, en fait. L'histoire de la Côte d'Ivoire est devenue l'histoire des partis politiques, et à la tête, finalement, l'histoire des chefs de partis politiques. Quand c'est comme ça, puisque l'histoire s'écrit, quand un homme écrit son histoire, et il le fait finalement au détriment, parce que disons que dans la quête que l'homme fait de son histoire, il ne peut plus rassembler dans un certain sens, dans une certaine direction qui permet la construction, mais on a le sentiment que l'histoire de l'un s'écrit contre l'histoire de l'autre, ou bien que l'un, un politicien donné, écrit son histoire, disons, mais sans écorcher l'histoire de quelqu'un d'autre. Alors, quand c'est comme ça, on se retrouve dans une situation compliquée. Parce que donc, je vais dire que ce qui est compliqué, c'est que la quête que l'opposition fait de sa propre histoire, pour essayer de résoudre sa propre histoire,
il ne fait pas cette quête-là sans demander l'appui, en fait, sans entraîner le peuple dans la résolution, disons, de la construction de son histoire. C'est là que je vais parler d'une bizarrerie, parce que quand je prends la Révolution française, je ne crois pas que cette révolution se soit présentée, soit apparue sous cette forme-là, en fait. La Révolution française s'est voulue comme réponse à la condition de vie et du projet de devenir même du peuple français. Et c'est la même chose quand nous arrivons à la chose de l'indépendance. Comme l'indépendance s'est fait une histoire commune. Une histoire commune parce que c'est cette histoire-là, disons, je vais dire, qui va donner, disons, sens et la matérialité de l'histoire de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire indépendance, la Côte d'Ivoire en tant qu'État souverain. C'est pour ça que je parle de l'histoire. Et pour moi, la continuité de l'histoire ne peut plus que consister à cette continuité de notre indépendance, en fait. À la richesse de cette matérialisation de notre indépendance, on doit formuler disons, une volonté de liberté qui soit le prolongement de la manifestation concrète de ce désir de cette nécessité de ce vécu de dépendance, en fait. Mais je me rends compte que je peux dire, sans trop risque de me tromper, que c'est une difficulté. Parce que d'un côté, quand je prends la Révolution française, il s'agit d'un peuple qui court à la quête d'une solution aux besoins que ce peuple a d'exister. Donc, le peuple mène sa quête la quête de la promotion de son propre devenir. Ici, puisque les histoires varient d'un homme à un autre et que les hommes sont des politiciens, alors ce n'est plus le peuple qui est mis en avant, mais c'est le peuple qui est utilisé en fait pour résoudre les problèmes qui sont. C'est le peuple qui écrit, qui aide le politicien à écrire son histoire. Bon, c'est pour ça que j'ai dit qu'il est difficile de parler d'un sens. En partant de ce point de vue-là, il devient difficile de parler d'une histoire commune de la Côte d'Ivoire. Et ça se voit, puisqu'aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons enseigner à la jeunesse? Qu'est-ce que nous allons enseigner aux générations futures? De toute façon, nous en payons le prix aujourd'hui, parce que l'idée même de nous concilier par rapport au sens de l'histoire devient difficile à réaliser et pour paraître finalement comme une certaine illusion. Parce que ce que l'on enseigne, ce que l'on retient, c'est l'histoire des partis. Chaque parti ayant sa jeunesse, chaque parti va instruire sa jeunesse dans le sens de, disons, je vais dire de ce qui, dans le sens de la quête de l'homme politique. Bon, ça fait que quand vous allez d'un jeune à une autre, disons, la jeunesse ne peut plus avoir un sens commun. Et la jeunesse retient que l'histoire qui est, disons, une histoire qui est relative à son propre pays. Et la jeunesse va prendre nécessairement pour histoire de la Côte d'Ivoire, histoire de son propre parti, politique. Mais c'est cette histoire-là. On veut nous obliger à penser que la démocratie signifie cette exacerbation de la pensée, cette exacerbation de la liberté d'expression. Alors on va communiquer cette exacerbation-là à la jeunesse, en fait. On va communiquer cette réalité-là disons, aux générations qui vont nous suivre. Mais avant cela, je dis bien que nous commençons aujourd'hui par être victime de cette façon de voir, parce qu'il devient difficile de parler de façon concrète de la chose de la paix. Et quand il nous arrive, puisqu'on ne peut pas parler sans parler de la chose de la paix, alors on va se cantonner, on va se réduire au fait de dire, écoutez, dans tel pays voisin, les gens ont réussi à faire la paix, mais on ne peut pas parler de la paix du voisin en ignorant son histoire. On ne peut pas, parce que quand on cite le voisin, quand on cite la France, quand on cite la France en matière de démocratie, mais j'ai dit qu'on ne peut le faire que par la reconnaissance d'une histoire qui est commune, qui est commune et à la chose de la France et dans lesquelles les Français se reconnaissent.
Ici, on a une multiplicité d'histoires, tout aussi contradictoires les unes que les autres. Et en même temps qu'on le fait, et on veut montrer la France comme exemple de démocratie, on veut montrer les pays voisins comme exemple de démocratie. Or, nous n'avons rien fait pour ça. Nous n'avons pas écrit notre histoire. Nous n'avons pas écrit... C'est-à-dire que nous ne construisons pas, nous ne formulons pas notre histoire en ayant compris au départ que cette histoire-là soit une histoire commune, c'est-à-dire quelque chose dans laquelle l'homme pourra après, disons, se référer. Alors, le problème va apparaître au moment où on aura besoin de faire recours à l'histoire. C'est-à-dire que lorsque le jeune que je suis, bien le citoyen que je suis, aura besoin de puiser dans l'histoire la formulation des réponses en données à sa propre existence. Et dans la projection que, disons, en tant que citoyen, on est appelé à donner à la projection de son propre devenir. C'est là que les difficultés vont se créer. Difficultés parce que comment, sur la base, disons, c'est dans quelle histoire je vais puiser cette réponse-là en fait, puisqu'il y a tellement de contradictions, tellement d'antagonismes en fait. Donc ça devient difficile. Je veux dire que finalement, en tant qu'Ivoirien, bon, on devient étranger chez soi, on devient étranger pour soi-même en fait, et pour les autres. Parce que je n'arrive pas à lire mon histoire, moi en tant qu'Ivoirien, dans le sens commun d'une histoire. Ce que je retiens en tant qu'individu, en tant que citoyen, au vu des multiplicités d'histoires, toutes antagonistes les uns que les autres, c'est ce caractère conflictuel en fait. C'est cet agent, disons, que je vais appeler conflictuel dans la chose de notre histoire. Ce qui fait que tout se passe comme si je naissais et que je vivais dans un état perpétuel de conflit. Et c'est dans cet état de conflit perpétuel-là que il m'est demandé à moi de formuler une réponse en fait à chose comme on appelle ça, un certain projet de devenir. Écoutez, comme on veut ou non, on est obligé de comprendre que cela devient plus difficile. Parce que tout ce que je vais dire sera nécessairement ce que l'autre ne souhaiterait pas que je dise en fait. Alors comme j'ai besoin de formuler mon devenir, comme j'ai besoin de me comprendre, alors la compréhension que j'ai de moi sera forcément contradictoire à la compréhension que l'autre. Et c'est ce qui est grave, c'est qu'elle va apparaître comme une négation dans la formulation que mon semblable, le citoyen, mon semblable en tant que citoyen ivoirien aura ou bien pourra faire de ce qu'il est. Vous voyez qu'en partant de cette base, la notion de paix disparaît. Et la notion de paix, le sens de la paix devient difficile. C'est là que vous comprendrez que, au fond, comme je le dirai encore aujourd'hui, il est d'actualité, parce que vous voyez, la paix, ce n'est pas un vrai mot. Parce que la paix n'est pas un mot, c'est un comportement. Et le sens qu'on donne à la paix devient vain. Devient vain parce que les éléments, la paix a besoin d'une histoire commune, que malheureusement nous ne savons pas écrire, que nous avons perdu. Parce que la manifestation que nous voulons faire de notre indépendance et du sens que nous accordons à notre liberté pour la manifester, ce sens, je vais dire, contient des difficultés que nous n'avons pas à résoudre. Donc, comme nous n'avons pas à résoudre, on a tendance à vouloir l'imposer en fait. On travaille à l'imposer. Bon, alors, quand vous voulez imposer quelque chose, bon, dès que vous prenez la décision d'imposer quelque chose, ce que vous faites en réalité, c'est de susciter tout ce qui ne va pas, tout ce qui ne permet pas le fait d'imposer quelque chose en fait. Donc vous mettez à tordre le coup aux choses. Vous vous attelez à tordre même le sens de l'histoire. Parce que vous ne l'écrivez plus, vous déconstruisez l'histoire en réalité. Finalement, avec toute la sincérité qui peut caractériser un être humain, on a cette sincérité parce être humain, mais on ne peut plus parce qu'on n'a pas les éléments qui nous permettent de manifester cette sincérité-là. Parce que cette donne de l'histoire nous faisant défaut. Alors, j'ai dit que c'est une difficulté parce que
Et on comprend. Et pour nous qui sommes pour l'université au footing de richesse, la paix, pour nous c'est une difficulté majeure. Et aujourd'hui, on rentre dans le piège, on tombe dans le piège de penser qu'il n'y a plus urgent que cela en fait. Mais vous ne pouvez pas construire une maison avec des fondements qui nécessitent d'être, disons, d'être reformulés. Parce que dès que vous êtes passé à côté de la nécessité d'écrire l'écriture d'une histoire commune, cela vous reviendra en fait. Parce que vous ne pouvez pas continuer à vivre dans les formulations singulières que vous faites de votre histoire, surtout en le faisant avec une certaine quête qui n'est fait que d'antagonisme, en fait, qui n'est fait que des choses dans lesquelles tout le monde ne participe pas. Alors, j'aurais voulu que... Vous voyez, de la même façon que on dit de la loi qu'elle est impersonnelle, et que parce qu'elle est impersonnelle, elle permet à l'homme, à tout homme de se reconnaître dans la loi, parce qu'il ne portait pas son visage. Alors je vais dire que notre histoire en tant que peuple ivoirien, notre histoire en tant que pays qui se construit, notre histoire en tant que nation qui a besoin de se forger, de se formuler pour de grandir dans sa propre matérialisation, ouais, que cette histoire-là, elle devient difficile à appréhender. Et je dis que c'est une difficulté majeure. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut commencer par comprendre que la paix que nous recherchons, vous voyez qu'on ne peut plus obtenir cette paix-là, parce que nous sommes assis simplement que nous avons fait, comment on appelle ça, une réunion, nous avons j'ai recherché, nous sommes battus pour, comment on appelle ça, pour parler de réconciliation et pour parler de paix. C'est difficile, il est difficile de nous réconcilier sur la base de ce qui nous est multiple et surtout divergent et ce qui est grave, antagoniste. C'est-à-dire que dès l'instant où la formulation que je fais de ce que je suis participe à donner, à affirmer la négation chez mon semblable, si ce n'est pas sur la base de quoi nous allons nous entendre. C'est pour ça qu'il faut à l'histoire d'être une histoire impersonnelle. Il faut à l'histoire d'être une histoire personnelle. Il faut à l'histoire ivoirienne d'être quelque chose qui nous rassemble et non quelque chose qui nous divise. Parce que puisqu'on a sémé les gènes de la division, de la construction puisqu'on a œuvré à travailler pour des histoires personnelles et qu'on a poussé le peuple à nous aider à régler les problèmes qui nous sont personnels, je dis simplement que sur cette base-là, il devient difficile de nous approcher de la Révolution française qui a consisté, disons, à résoudre le problème existentiel de tout un peuple. C'est difficile et c'est vraiment, c'est une grande peine de rechercher alors la paix et surtout d'aboutir dans une société, je veux dire, ne peut pas se formuler par la paix. C'est-à-dire que finalement, on ne vit pas pour chercher la paix, mais on obtient cette recherche de paix-là en définissant la société à son origine comme une société de paix. Donc c'est la paix, je vais dire, contrairement à ce que l'on pense, c'est la paix qui permet la démocratie et non la démocratie qui court à la recherche de la paix. Ce n'est pas la démocratie qui donne la paix, mais c'est la paix qui donne la démocratie. C'est la paix qui permet la démocratie. Je vais dire en d'autres lieux, les crises, nous le savons, on a toujours pensé, et on continue de penser, et cela n'est pas faux, et que c'est dans l'esprit de l'homme que se forment les gènes de la guerre. Oui, moi j'ai tout enchaîné en disant non, c'est vrai, mais écoutez, l'esprit de l'homme est besoin de la chose de sa foi. J'ai dit que la foi servant de matérialité, d'efficience de ce qui concerne la chose même de l'esprit, alors c'est dans la foi de l'homme qu'il devient nécessaire de trouver la paix. Vous comprenez que si dans ta foi, la foi que tu as d'être ce que tu es en tant qu'Ivoirien, en tant qu'être humain, en tant qu'Ivoirien, si au départ tu ne sais pas faire, disons, un avec ta propre histoire, si tu n'as pas une histoire qui est une, sur la base de laquelle tu te construis et que tu te projettes, vous voyez que ça devient compliqué. Tu ne peux pas te mettre ensemble avec
ton concitoyen, ton semblable avec autrui pour parler de paix, puisqu'au départ, je veux dire que les deux sont pipés. Il y a une difficulté terrible au départ, en fait. Donc, ça fait que dire qu'aujourd'hui, arriver à se projeter, ça devient difficile. Je ne crois pas que le but de chercher de l'indépendance, c'était cela. Le but de chercher l'indépendance, ce n'est pas... je crois que le but de l'indépendance, c'est de rester indépendant, c'est-à-dire c'est de continuer ce vécu de l'indépendance et de comprendre quel sens donner à ce vécu parce que indépendant. Ça veut dire que en fondant notre vie sur un sens de la liberté, un sens de l'expression de soi que l'on ne peut pas maîtriser, on perd le contrôle de la construction que nous voulons faire de notre propre devenir en fait. Parce que ce que nous sommes appelés à faire pour assurer la continuité de l'histoire, nous ne réussissons pas et nous passons à côté. Nous passons loin de la nécessité même du fait d'être indépendant. Parce que si l'indépendance nous a permis de nous formuler comme étant un peuple et de saisir la maturité de notre peuple à partir de cette indépendance-là, alors je pense que la chose la plus facile à faire, c'est de réussir cette continuité de l'histoire. Donc on ne peut pas avoir une manifestation de la liberté qui finit par se révéler notre prison. Et c'est le cas. Chacun vécu son histoire et on veut appeler cela de la démocratie. Or, c'est du fait que vous posez une action dans laquelle tout le monde se reconnaît, c'est ce fait-là qui fait en réalité la construction de l'histoire. Et c'est dans ce contexte que se retrouve Houphouët-Boigny. Quand Houphouët-Boigny parle d'indépendance, quand on dit le nom du Houphouët-Boigny, tout de suite, on s'y réfère, ça nous renvoie à l'idée de notre indépendance, qui est une chose commune aux hommes. Mais quand vous sortez de ce nom, prenez n'importe quel des noms, vous allez vous rendre compte que ce n'est pas forcément le cas. Et c'est ça, c'est ce que j'appelle la difficulté principale. Parce que dès l'instant où on dit, au nom de la démocratie, écoutez, bon, Houphouët-Boigny, il a fait son temps, il est parti. J'ai dit qu'on ne le fait pas sans susciter sans créer des problèmes en fait. Alors que quand on dit qu'on est politicien, on veut proposer la résolution des difficultés de la vie collective de son peuple. Or là, on fait apparaître des difficultés pour lesquelles nous n'avons pas de réponse et que nous perdons le moyen d'avoir des réponses pour les résoudre en fait. Je vais dire que le sens qu'on donne, en le faisant, le sens qu'on donne à la démocratie est un sens qui est dévoyé de cette démocratie. Parce que nous avons du mal, après nous avons du mal à cohabiter. Nous avons du mal parce qu'on a commencé par ne pas faire comprendre au peuple que l'indépendance même a été obtenue par Houphouët-Boigny et ses amis avec qui il a fait le combat de l'indépendance dans un cadre consensuel, c'est-à-dire que la question de la proclamation de l'indépendance s'est faite dans un cadre de démocratie. Parce qu'il a fallu aller discuter, il a fallu convaincre l'Assemblée nationale française, il a fallu, disons, se manifester, mener sa quête d'une certaine façon devant toute la société française pour que la chose soit possible. Voilà. Bon, c'est pourquoi il dit que l'indépendance a été obtenue dans un contexte, par un consensus démocratique, parce qu'il faut s'exprimer en tant que citoyen. À cette époque, bon, écoutez, l'Afrique, l'Union française, l'Afrique francophone, l'économie française était... bon, vous ne pouvez pas vivre dans cette époque-là sans vivre avec le sentiment d'appartenir à la France, puisque c'est ce qui signifie la colonisation. N'oubliez pas, Houphouët-Boigny, il est né dans ce contexte-là. Il est né en venant trouver une Côte d'Ivoire de colonie française. Donc, il a grandi dans ce contexte-là. Donc, il dit qu'il ne peut pas avoir dans ce contexte sans développer ce sentiment. Il a toujours vécu. Donc, finalement, l'indépendance que l'on obtient, on l'obtient à partir parce que les lois françaises l'ont permis en fait. Ils l'ont fait dès qu'ils ont laissé la brèche. Houphouët-Boigny en profiter pour obtenir une indépendance telle que nous avons connue et telle que nous continuons à reconnaître les mérites de cette indépendance-là.
Vous voyez, je vois là, dans la partie que Foucault a fait de ce combat pour l'indépendance, en fait, la manifestation de la persévérance même de la chose, du dialogue, en fait. Il faut, par le dialogue, amener l'autre. Et c'est par le dialogue alors que va s'écrire, je vais dire, l'histoire commune. C'est pour cela que on n'a pas fini de sentir la réalité de cette impression. C'est pour tout cela en fait. Tout cela en fait. Bon, les gens n'ont jamais respecté les lois. Hein, donc, quand une loi s'écrit, on se bat pour le respect de cette loi-là. Et on essaie d'étendre l'application de la loi à tous les domaines possibles de notre propre existence. Voilà. C'est pour cela que si je me réfère à la loi sur le travail forcé, je peux dire que tout le monde sait que depuis comme on dit ça, même depuis la République française, la corvée a été interdite. Elle a été bannie, a été interdite. Mais vous voyez dire que cette corvée-là a connu une survivance à la chose même du travail forcé. C'est pour dire cette caractéristique des hommes en fait. Voilà. Donc, j'espère que nous aurons le temps d'en parler. Alors, je vais continuer à me concentrer sur la chose de la diversité que l'on veut comme la caractéristique de comment on appelle ça, de la chose démocratique. Et quand nous voulons une démocratie sans filiation, sans concept, sans héritage même de la pensée de l'homme, parce qu'on sait que l'héritage de la pensée de l'homme, d'un homme comme Foucault par exemple, il est difficile à gérer. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut alors tout faire pour s'en débarrasser et instituer une façon de voir. De sorte qu'à faire de la question de l'héritage de la pensée, c'est-à-dire d'une pensée que l'on peut hériter de Foucault. Parce qu'en héritant de Foucault, en fait, ce qu'on fait en héritant de Foucault, on hérite de l'histoire de notre indépendance. Et c'est parce qu'on a hérité de cette histoire-là qu'on peut chercher à trouver le moyen de la poursuivre. Et c'est dans ces conditions-là alors on peut maintenir cette histoire-là. Et puis travailler à la faire grandir, travailler à la renforcer. Mais quand on vient, qu'on veut réécrire l'histoire, vous voyez qu'on cache tout. Et on n'est même pas certain de réussir en fait, on n'est pas certain de réussir. Et finalement on se trouve ballotté ça et là, dans les perceptions de la vie de l'existence. Mais écoutez, on a beau dire, hein, mais si l'indépendance a un sens concret pour nous, s'il y a une indépendance qui a un sens concret pour nous, écoutez, je ne sais pas si on peut dire qu'il y en a deux. Il n'y en a pas deux. Donc, comme il y a une indépendance qui est déjà construite, qui est déjà obtenue, ce qui n'est plus utile de faire, c'est de vouloir chercher une deuxième indépendance. Non, ce qui est plus facile de faire, c'est aller dans le sens de la continuité de cette indépendance-là. D'où la nécessité de se coller à l'histoire, d'attirer les meilleurs profits pour pouvoir permettre cette notion de cette continuité-là. Alors j'ai dit que c'est une des difficultés que nous avons aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas de magie. La paix ne viendra pas, nous ne sentirons pas la paix en multipliant des histoires, tout antagonistes les unes que les autres, parce que je ne crois pas que la Côte d'Ivoire, de cette façon, s'en sortira en fait. Non, 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 non. Il nous faut nécessairement une histoire commune. Il faut que nous ayons à l'esprit la nécessité de créer une histoire commune. Et il suffit de le vouloir en fait. Il suffit de le vouloir. Donc ça suppose que on a réussi à manifester la force, cette perception qui veut que nous fassions de l'existence et qui est telle qu'elle permet cette écriture-là de la chose commune de l'histoire. Si on ne reçut pas, si on ne travaille pas dans ce sens-là, écoutez, je pense que nous ne sommes pas prêts à vivre de paix. Nous ne sommes pas encore prêts à vivre de paix parce que nous ne savons pas la recherche en fait. Alors, l'une des caractéristiques, l'une des choses que Foucault a fait qui ne cesse de moi de marquer, qui marque mon esprit, c'est quoi? C'est de dire, écoutez, j'institue cette richesse de la paix. Vous voyez, il va en faire une nation commune.
Pourquoi Institut de richesse de la paix? Parce qu'il sait que la paix, il n'y a pas de paix s'il n'y a pas de développement. Je viens de le dire, il n'y a pas de paix il n'y a pas de paix. S'il n'y a pas de paix, il ne peut pas avoir de démocratie. Or, l'erreur a toujours été de penser que c'est la démocratie, on fait la démocratie pour avoir la paix. Et on prend les difficultés de la démocratie comme celles qui empêchent la paix. Bon, écoutez, je dis que c'est pas vrai. Je dis que faut que c'est la paix, c'est parce que nous vivons en paix que nous pouvons parler nous pouvons même penser à la notion de la valorisation de nos pensées individuelles. Non, parce qu'il faut que le cadre de départ soit celui de la paix. C'est quoi je vais dire qu'il faut une définition dès le départ de paix. Il faut que la société ait une définition de paix dès le départ. Il faut la formuler dès le départ pour que dans ce départ-là, la paix se révèle être le socle, le contexte dans lequel les choses se font. En ce moment, quand on dit qu'on a une aspiration sociale, qu'on travaille pour le devenir de la société, alors ce travail-là ne peut que finalement consister au travail de la paix et à la manifestation de la paix, à la construction de la paix et surtout à sa croissance en fait. J'ai dit encore que si on ne le fait pas, c'est évident que c'est dit qu'on prend un chemin qui est un véritable labyrinthe en fait, dans lequel on ne peut pas s'en sortir en fait. On ne peut pas s'en sortir. Donc il faut retenir que ce n'est pas la démocratie qui donne la paix. C'est pas vrai. Parce que dès l'instant où vous décidez que de la démocratie qu'elle soit le fait d'aller dans tous les sens, même dans le non-sens de ces sens-là, vous ne pouvez pas après retomber sur un sens que vous souhaitez vous-même après. La soif de la paix ne peut pas alors cesser de vous habiter. Vous la connaissez toujours parce que c'est la paix parce que les paix maintiennent la paix. Donc on ne peut pas quitter d'une guerre pour arriver à la paix. Non, il faut au départ la paix. Il faut au départ la paix pour que la guerre vienne signifier, disons, la rupture de la paix. Mais la paix, une fois qu'elle est instituée dès le départ, la paix elle-même va travailler à son propre maintien, à sa propre réalisation. C'est le sens finalement de ce que Foucault va faire. Il a vécu de paix, il a parlé de la paix, il a tout fait pour instaurer le sens de la paix. Aujourd'hui, c'est qu'une question de la Côte d'Ivoire. On veut que la Côte d'Ivoire, qui a été un pays de paix, le soit. Et c'est cette aspiration-là qui est fondamentale et qui nous pousse malheureusement, parce qu'on veut le faire accompagner des notions de compréhension de démocratie qui ne permet pas, finalement, cette notion de paix, elle devient obscure en nous-mêmes en fait, et nous ne pouvons pas la réaliser. Et nous avons parlé disons, de l'histoire commune ivoirienne. Nous voulons faire sortir la nécessité que nous avons, nous Ivoiriens, d'avoir une histoire commune. Et pour cela, j'ai pris la Révolution française et j'ai essayé de mettre en exergue le fait qu'elle soit un mouvement d'un peuple. Et c'est parce que le mouvement d'un peuple qu'elle a été la chose par laquelle ce peuple-là a pu se projeter dans la chose de la République. Alors quand de cette République-là vient la chose de la démocratie, j'ai dit que cette démocratie ne peut plus signifier une exacerbation de la pensée. Non, parce qu'elle prend pour peuple, elle prend le peuple comme point de départ. Alors, donc, j'ai essayé de le ramener, ce contexte-là, à celui de la Côte d'Ivoire. Et c'est ce qui m'a permis de faire sortir le nom et la personnalité de Fou-Boigny. J'ai dit que Fou-Boigny, il a pu réussir son œuvre d'indépendance parce qu'il a réglé un problème qui est commun à tous les Ivoiriens. C'est pour cela qu'il s'est retrouvé à la tête de tous les mouvements, tous les mouvements qui avaient besoin d'expression de leur propre liberté. J'ai essayé de dire que, en réalité, nous parlons de démocratie, mais il faut que nous apprenions à comprendre la démocratie. Dès l'instant où nous prenons la Révolution française, dès l'instant où nous arrivons à la suite de l'indépendance ivoirienne, qui s'obtient dans le cadre même des lois françaises, dans un processus de débat politique que Foucault mène avec la classe politique française, alors je vais dire qu'un chemin est tracé en fait. Donc,
cette démocratie-là, à cette démocratie, il faut faire attention. Parce que tant que nous voulons que la démocratie soit l'expression des pensées individuelles, elle ne peut en réalité que converger à cette promotion de pensées, des pensées individuelles et collectives. Ça veut dire qu'on ne peut pas faire une démocratie de façon à desservir, à déconstruire la démocratie que nous recherchons. C'est quoi j'ai dit qu'à cause de la multiplicité de pensées et à cause de l'antagonisme que nous constatons dans cette pratique démocratique-là, alors j'ai dit simplement que une société ne peut pas penser, ne peut pas... En fait, c'est à partir que d'un rêve, que de laisser penser que c'est sur la démocratie qui nous donnera la paix. Ce n'est pas vrai, parce que c'est le contraire, c'est la paix, et parce que les paix favorisent, permet la promotion des cités. Donc, ce n'est pas la démocratie qui donne la paix, mais c'est la paix qui permet la démocratie. Donc, c'est la paix qui donne la démocratie. Ce qui fait que nous avons besoin de commencer par construire notre pays en la définissant comme une société de paix. Parce que dès qu'on la définit comme une société de paix, la paix devient l'aspiration commune. Là, nous avons quelque chose de commun en ce moment-là, qui permet alors l'écriture de l'histoire. Donc je veux dire que la paix écrit l'histoire, en fait, en ramenant les hommes, disons, à l'efficience de la paix écrit l'histoire. Et elle permet d'arriver. Parce que tant que vous vivez dans la paix, vous pouvez arriver au projet que vous faites, à la projet que vous faites de vous devenir. Mais quand vous ne commencez pas par la paix, vous laissez la guerre, vous laissez les difficultés venir, disons, vous empêcher d'arriver. Puisque la guerre est de solution, puisqu'une crise, quand elle n'est pas maîtrisée, finit par faire vivre dans la tête des hommes que nous sommes un sentiment de guerre, un sentiment de difficulté que nous n'arrivons pas à résoudre. C'est pourquoi j'ai dit que non. En fait, ce n'est pas la démocratie qui donne la paix. Non, ce n'est pas la pratique de la démocratie qui donne la paix. Mais c'est la paix qui, parce que assurant la paix des hommes, la promotion de l'homme, permet alors la démocratie. Donc on ne peut plus, à partir de là, développer une démocratie qui déconstruit elle-même. Je veux dire simplement que nous ne donnons pas le sentiment de comprendre la démocratie que nous voulons instituer. C'est-à-dire qu'on ne peut pas agir comme si nous créions une démocratie. Non. Même si on pense pouvoir créer la démocratie, et personne la connaît, avec le déroulement du vécu que nous connaissons, ben écoutez, on est obligé de se poser la question où est-ce que nous allons, qu'avons-nous compris de cette démocratie? Parce que quand vous créez, si vous pensez avoir créé, si vous pensez être créateur, il faudra que ce que vous sortez comme acte de création, bon, vraiment plus exprimer une certaine perfection, qu'on ait du mal à remettre en cause en fait. Or là, visiblement, ce n'est pas le cas. Je le dis pourquoi? Je le dis parce que, en me référant à la Révolution française, on peut voir le peuple qui se bat pour quelque chose qui est lié au peuple lui-même, qui est commun au peuple. Je veux dire, le peuple se bat pour son propre devenir. Mais en prenant l'histoire ivoirienne, on se rend compte que on se retrouve avec une multiplicité d'histoires qui culmine en l'histoire des individus et des hommes politiques qui viennent proposer faire proposition de leur projet de devenir pour le peuple. On se rend compte qu'ils ont plutôt besoin du peuple pour écrire leur histoire. Parce que ce n'est plus l'histoire du peuple qu'ils écrivent. Parce que j'ai dit que quand la décision arrive, quand le mot peuple disparaît, alors ce n'est plus l'histoire d'un peuple qu'on écrit. Mais c'est autre chose en fait. Puisque au lieu que le peuple se projette dans ce que son développement a de vrai, dans ce que j'appelle un sens, disons, positif, un sens ultime de son projet de devenir, non. Ce peuple se trouve éparpillé en fait dans des conceptions d'histoire. Ce peuple se trouve éparpillé c'est-à-dire utilisé pour écrire des histoires individuelles. Ce qui fait que de la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, on retient plus l'histoire singulière des hommes qui animent la société que l'histoire d'un pays qui se développe. L'histoire des hommes se développe comme si demain, on fera signifier au développement de l'histoire de l'individu
l'histoire et le développement du pays. Je dis que c'est pas correct en fait, parce que on peut pas aboutir en fait. Parce que si de la salle on n'a pas fait signifier la paix au départ, on ne peut plus arriver à la paix après. Parce qu'on pense, l'erreur que nous avons, c'est de penser que la paix s'obtient parce qu'on s'est assis et qu'on a discuté. Non, j'ai dit, pour que la paix puisse s'obtenir, même après une discussion, il faudrait qu'on ait commencé par développer la chose de la paix au départ et faire signifier au vécu social la paix. C'est parce que le vécu social est signifié au départ comme paix que la paix devient l'aspiration vers laquelle nous tendons tous. Et à cause du caractère impersonnel de la paix, ça veut dire quoi le caractère impersonnel de la paix? J'ai dit de la paix qu'elle est comme une loi. J'ai toujours dit que de la paix qu'elle soit comme une loi. C'est-à-dire à cause disons, du propre de la loi à être impersonnel. Donc, pour permettre que l'on ne puisse pas avoir parlé de paix, l'on n'arrive pas à faire la promotion de la paix en regardant le visage de ce qui nous contrarie en fait. La paix doit être invariable. C'est pourquoi je parle de son caractère impersonnel et c'est pour ça que je vais comparer cette paix-là à la chose de la loi qui nous permet d'exister. Voilà. Donc, la société a besoin de départ d'être formulée comme société de paix pour que la paix soit la finalité de tout ce que nous menons. C'est en ce sens que c'est dans cette vérité que quand on fait la démocratie, quand on ferait la démocratie, on ne pourra la faire que pour réussir la chose de la paix en fait. Et cela de façon concrète. Il faut bien dire, hein, la paix c'est pas un mot. La paix n'est pas un mot, mais c'est un comportement parce que la façon dont vous projetez votre pensée, c'est de cette projection qui vient en fait les actes que vous posez. Donc vous ne pouvez pas projeter une pensée aller dans ce sens et puis avoir un comportement qui va dans ce sens. Vous ne pouvez pas. Ce qu'il faut, c'est que votre pensée, vos actions soient le reflet de vos pensées. C'est ce qui exige que la paix est la définition que la paix a besoin d'avoir pour être une paix. On va dire que la paix n'est pas un mot, c'est un comportement. Pour ne pas en arriver à dire quelque chose et à faire autre chose en fait. Pour ne pas en arriver à projeter quelque chose et puis se retrouver dessus, parce qu'on ne peut pas atteindre le but de ce que l'on s'est projeté. Je vais dire que, vous voyez, ce n'est pas pour rien que Fouboigny, en partant, il a laissé l'institution de la recherche de la paix. Il a laissé comme testament, je vais dire, le besoin que nous avons besoin de rechercher la paix. Parce que la recherche va fédérer et va exiger que nous mettions ensemble, en fait, nos différentes perceptions de la paix. Et que les amis ensemble, puisqu'elle nous appartient les uns les autres, de là naîtra un sens de la paix qui soit impersonnel, comme l'est la loi, en fait. C'est vrai parce que nous savons que nous avons tous compris que c'est la loi qui nous permet de vivre à cause de son caractère impersonnel. Alors, j'ai dit de la paix qu'elle est loi, elle a la nature de ce qui est loi. À cause, pour bénéficier, il faut qu'elle ait la nature de ce qui est loi pour bénéficier du caractère impersonnel de la loi. C'est la seule condition pour que nous puissions vivre. Et la démocratie, il faut le comprendre, il faut que nous apprenions à comprendre la démocratie que nous voulons pratiquer. J'ai dit simplement que c'est la paix parce qu'elle permet la promotion de l'homme, elle crée le contexte de la valorisation de l'homme, permet aussi le développement de sa propre pensée et permet la promotion de la pensée de l'homme et de sa valorisation en fait. Donc, sinon, on ferait une démocratie au détriment de la paix, c'est-à-dire que on va lutter pour l'instant de la démocratie et après on se rendra compte que, malheureusement, c'est le temps que nous prendrons pour nous rendre compte que la démocratie n'est pas un mot, c'est un comportement. La démocratie n'est pas n'importe quelle pensée. La démocratie est une pensée particulière. Parce que quand vous mettez vos pensées, quand vous envoyez, vous amenez votre pensée au conseil des pensées, c'est pour que vos pensées-là soient valorisées. C'est pour que la promotion de cette pensée-là soit faite. Mais vous ne pouvez pas faire, on ne peut pas faire la promotion de ce qui nous détruit, c'est-à-dire vous ne pouvez pas avoir une pensée qui me détruit et puis me demander en même temps d'en faire la promotion. Ça ne marche pas. Si vous avez une pensée
le seul moyen d'en arriver à la convergence des pensées, c'est de commencer par laisser ce vers quoi nous voulons tendre, c'est-à-dire ce qui est convergent, inspirer nos pensées particulières. De sorte que, ayant commencé par avoir l'objectif d'une convergence, alors tout soit dirigé, tout soit finalement convergent vers cette pensée que nous voulons convergente. Et parce que c'est en le faisant comme ça que, de cette façon que je vais dire qu'on arrive à rassembler en fait. Sinon, dans le cas contraire, on prend chacun une direction. Et on prend des directions qui deviennent comme le dirait mathématiques, des voies qui sont parallèles en fait. C'est-à-dire, logiquement, des choses qui vont. C'est-à-dire qu'ils sont parallèles de façon à les rester pour toujours en fait. Vous voyez qu'en restant parallèle, on ne peut pas finir, parce qu'on a commencé parallèle, finir par converger à un point, c'est qu'on n'est plus parallèle. Or, c'est ce que sont nos pensées en fait. C'est la compréhension que nous avons de cette démocratie-là qui nous crée des problèmes. C'est pourquoi, bon, je le dis, en prenant Fauboigny, j'ai compris, l'indépendance est une chose commune. Parce que celui qui est venu assurer la coordination dont nous devons nous libérer, il est venu de l'extérieur. Et il est venu de l'extérieur, ça nous a donné la force de nous rassembler autour d'un idéal qui était la libération de celui qui est venu de l'extérieur. Mais on a cru avoir fini avec les difficultés. Mais parce qu'on a trouvé encore plus grand à l'intérieur de nous, en fait. Dans ce que nous avons voulu que la démocratie soit. Déconstruire pour penser pouvoir construire. L'incapacité que nous avons à assurer et maintenir la promotion. L'incapacité que nous avons, ce que nous ne sommes pas faire, c'est-à-dire avoir une pensée autour duquel nous pouvons nous rassembler. Et au lieu d'aller à la recherche de cette pensée-là, nous avons fait confondre nos histoires personnelles à l'histoire d'un pays. C'est-à-dire qu'on a agi de façon à faire rêver, en faisant croire que l'histoire de notre pays dépend de nous en fait. C'est-à-dire que le pays ne peut pas avoir pour finalité vous. Et de toute façon, ce n'est pas de cette façon qu'on grandit aux yeux d'un peuple. C'est parce que vous grandissez aux yeux d'un peuple lorsque vous réglez, lorsque vous portez la situation du peuple. On dit peuple pour dire peuple entier et non peuple partisan. Bon, parce que le peuple partisan, il est différent du peuple en entier. Donc, dès que vous rentrez dans cette histoire de parti, vous mettez le peuple en autant de partis qu'il y a, en autant de morceaux qu'il y a des partis qui après deviennent difficiles à raccoler, à mettre ensemble en fait. C'est le problème que nous vivons. Donc je vais dire que je vais souligner alors l'intérêt d'avoir une histoire commune qui ne peut alors pas s'écrire comme une histoire de parti. Non. Il faudrait que le parti, c'est-à-dire qu'en réalité, vous ne pouvez être parti que lorsque vous portez l'aspiration, vous arrivez à mettre sur la table publique un débat qui touche et tout le monde et dans lequel tout le monde se reconnaît. Et nécessairement, quand je parle de reconnaissance de tout le monde, c'est prenez l'exemple de la colonisation. Vous ne pouvez pas nier que l'indépendance a été, disons, la seule histoire commune que nous avons pu écrire en fait. Nous avons écrit l'histoire de notre indépendance parce que nous avons trouvé un point commun dans lequel nous tous nous retrouvons. Bon, et aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Les partis politiques nous sommes morcelés, le sens de l'histoire commune disparaît. Et en développant des projets de devenir tous contractuels les uns que les autres, ce qu'on a participé finalement à faire, ce n'est que de morceler, de décomposer, pour empêcher l'écriture d'une histoire commune en fait, parce qu'on ne sait plus sur quoi partir pour arriver à quoi. Dès l'instant qu'on s'est fait partir, qu'on réfléchit partir, on le sait très bien qu'on le fait par opposition des autres partis qui sont là en fait. On fait tout pour ne pas qu'on trouve des points de ressemblance avec nos partis. Donc je veux dire, au départ, on travaille en fait
à ne pas trouver de convergence. On croit que le salut ne peut que se trouver dans cette façon de voir la diversité. Non. On ne construit que lorsque on est capable de ramener la pensée qu'on a, l'action que l'on pose dans un grand ensemble en fait. Si on ne le fait pas, on ne construit plus l'ensemble, mais on détruit l'ensemble en morcelant cet ensemble-là qui cesse alors d'être un ensemble en fait. Et ça, nous le payons. C'est pourquoi j'ai dit que c'est la paix qui produit la démocratie. Donc, pour que la démocratie puisse évoluer, il faut des hommes de paix. Il faut des hommes qui, parce que nés dans la paix, ayant pour l'objectif la paix en fait, peuvent avoir cette paix-là pour finalité de leur action. Donc, la paix, cette paix-là, que l'on veut sociale, on peut le comprendre. À cette paix-là, les seuls mots ne suffiront pas, puisque si les mots ne constituent pas la définition que nous avons fait dans la paix au départ, nous ne pouvons pas. Donc, je le dis encore à Fouboigny, quand il dit, je vous laisse la paix, je laisse une institution de richesse de la paix, j'institue le besoin de richesse de la paix, pour que le sein de la démocratie, qui se veut de paix, puisse finir par converger vers la mission de paix, qui est la seule façon, le seul moyen que nous avons de garantir la projection que nous avons fait de devenir et surtout de réussir la pérennisation de ce devenir-là. Pour ne pas que, faut réussir cette pérennisation de ce devenir, c'est-à-dire de la formulation que nous avons fait de notre devenir, pour ne pas que nous commencions par à formuler, à matérialiser ce devenir et que ce commencement-là soit interrompu, soit arrêté. Parce qu'il est rattrapé par nos erreurs, les erreurs que nous avons, nos erreurs de formulation. Donc, c'est pour cela que, je le dis encore, j'ai compris la nécessité de faire appel à Fouboigny pour que, à la fin, je puisse dire que, en fait, quand c'est une erreur que de travailler à obscurcir dans la pensée de l'Ivoirien, à rendre obscur la nécessité de l'héritage d'une pensée. Surtout la pensée par laquelle nous avons réussi à avoir notre indépendance. Nous avons réussi à avoir notre indépendance avec une pensée précise. Et ce que nous avons comme indépendance aujourd'hui est né, ne prend sa signification complète que par une pensée dont on reconnaît l'auteur. C'est pour ça que je peux parler du Fouboigny. Alors si Fouboigny a réussi à avoir l'indépendance par la mise en exergue de sa pensée et de son projet, si l'indépendance est déjà obtenue, que peut vouloir signifier une indépendance et une quête de démocratie que l'on veut de paix, si on efface même celui qui a institué la promotion de cette paix dès le départ de ses actions. Parce que la paix, c'est l'indépendance. L'indépendance, c'est la paix. Alors, en voulant dire qu'écoutez, bon, il a fait ce qu'il a fait, bon, écoutez, nous devons, nous-mêmes pas nous descendre en main, on sait que les difficultés, on embarque tout un peu dans des difficultés qu'on ne peut pas résoudre parce que simplement, on veut sauter celui qui a la paix. On veut sauter celui qui a... On veut sauter, c'est-à-dire qu'on veut écrire l'histoire en sautant son début. On veut ramener le début de l'histoire ivoirienne à notre propre début. Or, il ne peut pas y avoir plusieurs débuts, il y a un seul début. Et la Providence a fait que ce début-là soit schématisé, soit matérialisé, ait son efficience dans une pensée que l'on reconnaît et à qui que l'on attribue à Fouboigny. On ne peut pas l'effacer. Donc, je dis le jeu de démocratie ne peut pas consister en l'effacement de cette valeur qui est fondamentale, je veux dire, pour... De toute façon, si vous parlez de la Côte d'Ivoire, vous ne pouvez parler de la Côte d'Ivoire qu'à partir de l'instant de la proclamation de son indépendance. Or, cette indépendance, elle est une histoire, elle a une histoire, elle a une façon d'être menée. Quand vous menez une quête d'indépendance d'une façon, et vous êtes tenu par cette façon d'indépendance, maintenant que vous êtes indépendant, vous dites que non, on n'en a plus besoin. Mais si vous dites qu'on n'en a plus besoin, c'est-à-dire qu'on va l'effacer, vous déconstruisez l'indépendance, vous la replongez, c'est-à-dire que pour tenter de la reconstruire. Or, il n'y a pas deux indépendances à avoir, il n'y a que à assurer le vécu concret, le vécu matériel de cette indépendance-là, qui veut alors que nous puissions travailler à la chose de la promotion de notre indépendance. Sinon,
quel sens donnerons-nous après? Parce que de toute façon, nous verrons que le choix que nous faisons dans la politique nous fera voyager dans des aspirations et dans des inspirations faites par d'autres personnes. Les idées que l'on peut avoir aujourd'hui en Côte d'Ivoire de la démocratie, ça nous vient d'où? On a bien appris quelque part. Ce que j'ai dit, c'est simplement, j'ai dit, quand je parle par exemple de philosophie, quand je parle de paix, j'ai dit, bien qu'il y ait eu des hommes qui aient parlé de paix, des grands savants, des philosophes qui aient parlé de paix, mais j'ai dit, la chose de la paix qui a rendu efficient l'idée que je me fais de mon pays est cette philosophie de Foubaye. C'est cette pensée de la paix de Foubaye. Donc, je veux dire qu'au fond, il représente la philosophie de paix de Foubaye, et je veux dire, et la philosophie concrète, cette philosophie-là qui rend matérielle l'idée que j'ai de mon pays. L'idée de la paix de Foubaye n'est pas l'idée de la paix de Kant. Ce n'est pas Kant qui motive l'indépendance, ce n'est pas Voltaire qui motive l'indépendance. Non. Donc, bien que les gens aient émis des pensées, si nous voulons démocrates, nous sommes obligés de reconnaître que placés au feu parmi les philosophes de notre époque, du monde qui est le nôtre, et vous verrez Foubaye comme un Descartes, comme un Voltaire, comme un Hegel, comme un philosophe, ou bien comme n'importe quel autre savant, et vous verrez que, alors, vous commandez pourquoi j'ai choisi, parce que c'est lui qui donne à mon pays le sens et sa réalité concrète, sa signification concrète des peuples. C'est pour cela que j'ai dit qu'on ne peut pas balayer, parce qu'on ne peut pas balayer du revers de la main cette réalité sous peut-être d'une démocratie dont on ne maîtrise finalement pas. Parce qu'on est obligé, quand vous l'effacez là, vous serez obligé d'aller chercher ça ailleurs. C'est des gens que vous ne connaissez pas. Oh, Foubaye, on le connaît. Foubaye, on le connaît. Il a vécu avec nous. Il a pris sur lui nos difficultés. Il s'est battu et a obtenu un résultat, chose qu'aucun philosophe n'a fait. Donc aujourd'hui, quand vous nourrissez votre démocratie en vous interdisant de vous nourrir de la pensée qui vous a obtenu une indépendance, dans laquelle vous trouvez le fondement, les raisons de parler de démocratie, vous ne pouvez plus le faire en excluant ce qui l'a fait naître. Vous contredisez vous-même en fait. Parce que c'est ce qui vous a permis, nous pouvons aujourd'hui parler de démocratie, et c'est la seule chose que vous ne voulez pas entendre. Vous voyez que ça devient compliqué en fait. Et on fait mettre toute une génération d'Ivoiriens dans cette complexité des choses en fait, de sorte que j'ai dit simplement que la chose de l'histoire commune se révèle être une problématique, moi, en tant que chercheur, une problématique, quelque chose à laquelle on va trouver une réponse concrète. Pour éviter, si nous ne voulons pas nous retrouver victimes de nos propres aspirations, de nos propres erreurs en fait. Il faut arriver avec une histoire commune. Et je peux encore revenir pour insister, pour dire, regardez, puisque nous pensons et nous voulons, nous crions au respect de nos pensées, nous crions à la promotion de nos pensées, alors regardez la colonisation et vous trouverez ce que la colonisation a eu la force de faire. La colonisation a eu la force de nous rassembler sous son joug, c'est-à-dire que nous rassembler, quoi que nous pensions, à s'imposer à nous pour s'ériger en maître de nos pensées. J'ai dit que la force qu'elle a eue là, c'est de nous mettre ensemble pour faire les colonies, c'est cette même force-là qui a produit en nous le sentiment d'être que nous avons, pour révéler en nous ce que nous avons de commun. Donc, si on veut parler de démocratie, l'effort qu'on doit faire, si on veut faire la promotion de la démocratie, j'ai dit c'est de faire la quête de ce genre d'idées, des idées qui nous rassemblent, les idées. On doit faire la démocratie pour défendre, pour nous libérer des idées qui nous tiennent, qui font de nous des colonisateurs. Et c'est là qu'on comprendra que la colonisation n'est pas seulement la chose de la France qui s'introduit dans notre histoire. La colonisation continue par le fait de perpétuer l'idée de cette colonisation à l'intérieur, en local, dans ce que nous sommes, dans notre contexte social. Pourquoi je n'ai pas d'introduction? Pourquoi j'ai dit que la France n'est pas la seule colonisatrice? J'ai dit qu'on est France colonisatrice quand on continue de faire la promotion du sens de la pratique que la France colonisatrice a fait de la gestion de nos ressources qui nous sont propres.
Alors, si nous partons et épouser les idées dans lesquelles nous ne sommes pas reconnus, qui nous ont empêchés de nous voir en tant que tels. Mais j'ai dit que qu'est-ce que nous avons fait? Nous n'avons rien fait de plus que... Nous n'aurions rien fait de plus. C'est pourquoi j'ai dit que non, on peut être soi-même à l'intérieur de cette Côte d'Ivoire-là. On peut se comporter comme nos propres colonisateurs. Et on peut voir cet aspect de la colonisation lorsque nous ne savons pas trouver ce que nous avons de commun. C'est-à-dire que les capacités que nous avons à donner réponse à ce qui nous est commun. Bon, c'est pour cela que le sang du parti, j'ai même comme le sang du parti, par moment, nous vit des sales tours. Parce que dès l'instant où vous voulez différent, dès l'instant où vous prenez le parti pour la promotion de la différence, dites-nous à partir de quel moment vous pouvez, dans la quête que vous faites de ce qui est différent, comment vous faites pour tomber sur la quête de ce qui est commun. C'est le parti politique, je vais dire, est un couteau à deux faces, c'est un peu cela en fait. Vous lancez dans une quête de la différence et vous voulez en tout être différent. La question que je me pose, comment résoudre le problème? Comment faire pour retomber dans un sens commun des choses? Quand vous instituez la recherche, vous faites la quête de la différence en fait, disons, les bases de la démocratie, l'expression de la nation, le sens de la liberté. Comment vous faites pour retomber sur un sens commun? Or, l'indépendance est une chose commune. Vous ne pouvez pas avoir une indépendance du parti. Vous ne pouvez pas avoir une indépendance du parti. L'indépendance ne peut être avec la chose commune. C'est pourquoi je dis la véritable histoire ivoirienne en fait. Elle naît. Et elle ne peut que finalement consister à un vécu de l'indépendance que nous avons obtenu. Parce que l'indépendance a attaqué un problème du décolonisateur. Parce que tous nous avons été colonisés. Donc il y a forcément, dans nos façons de voir, doivent alors pouvoir refléter l'intérêt commun. Moi, je déplore, en tant que chercheur, l'apparition des problèmes, des histoires individuelles que l'on veut faire passer par l'histoire, comme histoire de la Côte d'Ivoire. Parce que c'est grave, parce que c'est ce qu'on institue en fait. Je dis qu'aujourd'hui, nous avons du mal en tant que citoyens, en tant que jeunesse ivoirienne, en tant que peuple ivoirien, à nous forger, à nous retrouver dans un certain sens commun de l'histoire. Je dis que là aussi, c'est un défi à relever, sinon nous n'en sortirons pas. Je vais finir mes propos pour aujourd'hui en disant encore une fois de plus que ce n'est pas, ne faisons pas l'erreur de continuer à penser que c'est la démocratie qui nous assure la paix, c'est pas vrai. Je dis simplement que c'est la paix qui permet la démocratie. Et qu'il faille commencer son histoire, écrire l'histoire par la paix. Parce que quand vous écrivez l'histoire par la paix, vous ne pouvez qu'avoir pour finalité cette paix-là. La société alors va connaître comme aspiration la richesse de cette paix-là et de sa matérialisation. Donc, construire sa société va venir signifier alors, puisqu'on a commencé par la paix, la construction alors va imposer cette paix-là comme finalité de cette construction. Nous allons nous arrêter pour l'heure là, et puis en nous promettant de nous revoir. Alors, il est bon certainement que je reprécise le contexte, je réaffirme le contexte de ces propos-là. C'est l'université Foubaïn, le foutu de richesse de la paix, dit ce qu'elle affiche, c'est-à-dire que cette richesse permanente de la paix, surtout des mots de la paix en fait, pour que nous puissions saisir ce qu'un mot peut avoir, un mot de la paix peut avoir de vain. Contrairement à ce que le mot de la paix peut avoir de concret. Parce qu'il faut arriver à établir ces différences-là. Vous pouvez la dire, la paix, ce n'est pas un mot, c'est un comportement. Je vous remercie en nous permettant de nous revoir.